Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous proposer la session qu'on a concoctée pour cette rentrée. Donc, je m'appelle Roxane, je travaille chez Socience, que je vais présenter rapidement. Socience, c'est une entreprise sociale dont la mission consiste en fait à rapprocher et à faire collaborer ensemble les mondes de la recherche scientifique et celui de l'impact sociétal. Concrètement, on accompagne les instituts de recherche, les agences de financement de la recherche, mais aussi les entreprises dans des missions conseil, de formation, pour en fait leur permettre de mettre leurs compétences scientifiques et techniques au profit de projets d'innovation à impact et pour intégrer aussi plus globalement des nouvelles pratiques et des modèles de recherche en faveur de l'impact social ou environnemental. On a également un programme d'open innovation qui s'appelle The Future of, dont l'objectif c'est de faire émerger en fait des collaborations de recherche multi-acteurs, donc entre des industriels, des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs sociaux, des ONG, pour répondre en fait à des enjeux socio-environnementaux. C'est des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et pourtant il y a des synergies importantes entre ces acteurs. Alors, pour ce qui nous amène aujourd'hui sur ce dernier épisode de la session Science versus de Covid-19. Alors, vous avez peut-être déjà fait le lien, vous avez eu le temps de le faire entre la science et puis le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19. On a en effet aujourd'hui un système de recherche scientifique qui a été en France et partout dans le monde d'ailleurs fortement mobilisé en fait pour mieux comprendre le virus, jusqu'alors inconnu, et aussi pour développer des solutions thérapeutiques. Ce qu'on a trouvé intéressant nous, chez Socience, c'est la façon en fait dont a été mobilisé le système de recherche, qui est finalement assez révélatrice des enjeux qui traversent le système de recherche en France, en Europe et à l'international. Et c'est pourquoi on a voulu préparer cette petite série de 3 webinaires avec Make Sense, donc Science versus Covid-19, justement pour mettre en lumière ces enjeux et explorer avec des intervenants ces enjeux autour du système de recherche. Donc, cette session qu'on va vivre ensemble là ce matin, c'est le dernier épisode de 3 webinaires. Et dans le petit mail récap qu'on vous enverra après la session, on vous enverra le lien vers les 3 enregistrements si vous souhaitez écouter ou réécouter les 3 épisodes et puis aussi les partager autour de vous. Alors, pour la session de ce matin, pour sa dernière session, l'idée c'était de prendre, parce que voilà, on a un peu plus de... on a avancé, on va dire, dans cette crise, dans cette épidémie 19, et l'idée c'est de prendre un peu plus de hauteur, de recul sur la crise, d'essayer de voir si on peut en tirer quelques enseignements, notamment en termes de prévention, bien que la crise ne soit pas totalement derrière nous. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu pendant la crise, il y a eu une forte appel à mobilisation des chercheurs, on a eu beaucoup d'appels à projets flash, des fonds qui ont été débloqués en urgence pour la recherche, pour permettre de trouver en fait le plus rapidement possible des solutions thérapeutiques. Et en même temps, vous avez sûrement dû voir passer tout ça, lu ces tribunes. On a pas mal de scientifiques, et y compris des écologues, qui en fait ont fait très vite le lien entre l'émergence de ce type d'épidémie, de crise, et puis la destruction de la biodiversité dans les activités humaines. Du coup, la question, c'est un peu, grosso modo, si on connaît un peu l'origine de ce type de crise, est-ce qu'il ne serait pas pertinent pour anticiper les crises à venir de plutôt miser sur, en fait, de prévenir plutôt que de guérir, pour éviter d'en arriver où on en est aujourd'hui. Alors, pour explorer tout ça, et notamment le rôle de l'écologie comme discipline scientifique, justement dans la prévention de ce type de crise, on est ravis d'accueillir Benjamin Roche comme expert. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir accepté de participer à la session. Vous êtes biologiste et écologue et vous êtes directeur de recherche à l'IRD. Et votre champ de recherche est principalement centré sur les relations entre biodiversité et transmission des maladies infectieuses. Alors, pour les personnes qui assistent au webinaire, l'idée, c'est que la session soit aussi interactive, que vous puissiez échanger avec notre intervenant. Donc, on va donc réserver un temps à la fin de l'heure pour un temps de questions-réponses. Alors, je vous invite, cela dit, je vous invite en fait tout au long de la discussion de poser directement vos questions dès qu'elles vous viennent dans le chat. Comme ça, on va pouvoir les compiler et ce sera plus facile de soit les poser à la fin de la session ou au fil de l'eau lors de l'échange avec Benjamin. Voilà, si c'est tout bon pour tout le monde, je vous propose de commencer avec vous, Benjamin. Hop.
Alors, du coup, mes premières questions vont être assez générales pour qu'on comprenne bien en fait le lien entre l'écologie comme discipline scientifique et puis la crise actuelle, l'épidémie de ce virus. Finalement, pourquoi l'écologie comme discipline scientifique? Est-ce qu'elle permet en fait de mieux comprendre et anticiper ces crises sanitaires? Finalement, quel est aussi l'état de nos connaissances scientifiques sur ces zoonoses, donc en fait ces maladies qui sont transmises des animaux aux humains. Voilà, quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui dans le champ de l'écologie sur ces questions? D'abord, merci pour l'invitation. Je viens de me rendre compte que mon micro était coupé. Merci pour l'invitation. Donc, pour répondre à cette première question, en fait, l'écologie et la santé publique, en fait, sont liés depuis longtemps, euh, au travers principalement deux volets. Il y a un volet qui est d'abord très technique, en fait, parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées en santé publique aujourd'hui, qui viennent de l'écologie scientifique. On a souvent entendu parler des modèles mathématiques de propagation des maladies. C'est aussi ce que je fais moi. Et en fait, ce type de modélisation, c'est quelque chose qui vient de l'écologie théorique des années 1910-1920. Les analyses statistiques aussi pour analyser les différents facteurs de gravité, etc. Ce sont aussi des méthodes qui sont héritées de l'écologie scientifique. En fait, beaucoup de méthodes de la santé publique qui sont utilisées aujourd'hui, ce sont des méthodes qui ont d'abord été développées pour comprendre les systèmes écologiques et ce qu'on appelle en fait les systèmes hôtes parasites en écologie. Alors maintenant aujourd'hui, il y a donc la santé publique, c'est évidemment beaucoup développé et la santé publique humaine, en tout cas, a toujours tendance à se focaliser un peu sur le duo, on va dire parasite au sens large, c'est-à-dire virus, bactéries, protozoaires et cetera, l'hôte humain, comme s'il n'y avait que ça qui était important à considérer. Or, on sait que la plupart des... Alors, je vais essayer de partager mon écran. La plupart... Je pense que normalement, vous devez voir mon écran. La plupart des maladies infectieuses émergentes, alors là, vous voyez que c'est... hop, pardon, pas tout coupé. Vous voyez que ça, c'est une carte donc de toutes les maladies infectieuses émergentes. C'est-à-dire que c'était des agents pathogènes, des virus, des bactéries, des protozoaires, qui n'étaient pas transmises dans les populations humaines avant et qui ont émergé, qui ont commencé à faire des épidémies dans les populations humaines. Ça, c'est des années 1940 à aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des gros spots au niveau de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que ces maladies émergentes, elles surviennent là où déjà les perturbations écologiques sont les plus importantes. Et en fait, on se rend compte que parmi toutes ces maladies qui émergent, la plupart, hop, en fait, quand on regarde la superposition des deux cartes, ce sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire ce sont des maladies infectieuses qui sont d'abord transmises dans le compartiment animal et qui sautent après dans les populations humaines pour pour se transmettre et potentiellement s'adapter, commencer à se transmettre dans dans les populations humaines. Alors ces zoonoses, pendant longtemps, on s'intéresse à ces zoonoses que quand elles commençaient à toucher l'homme. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait comprendre un petit peu ce qui se passait en amont, ce qui se passait avant que ça arrive chez l'homme. Parce qu'une fois que ça arrive chez l'homme, c'est une maladie qui commence à être transmise et on le voit aujourd'hui, ça peut être difficilement contrôlable. Donc on a vu sur plein d'exemples, hein. La première, je pense, qui a vraiment mis en avant le rôle très important des zoonoses, c'est dans le début des années 2000, ce qu'on a appelé la grippe H5N1, donc, qui était un virus de grippe qui circulait principalement dans les élevages intensifs de poulets. Et on a eu très peur que ce virus commence à s'adapter à la population humaine et commence à être transmise à l'homme. Parce qu'on sait que la grippe se transmet d'abord dans la faune aviaire, domestique ou sauvage, et de temps en temps saute dans les populations humaines.
et ça donne des choses comme par exemple la grippe espagnole de 1918. Donc la grippe a toujours été un virus très très surveillé. Il y a eu aussi Ebola, il y a eu une très très grosse épidémie en 2014-2015 en Afrique de l'Ouest. C'est pareil, c'est aussi un virus qui est d'abord transmis dans la faune sauvage, donc sur Ebola c'est plus les chauves-souris. Et bien sûr, bah, le dernier exemple, c'est le SARS-CoV-2, donc qui a créé la maladie qu'on appelle Covid-19. On sait que c'est un virus qui a été trouvé depuis de longs mois, voire même de longues années. Ça, on commence à avoir un peu des éléments là-dessus, comme quoi c'est un virus qui circule depuis longtemps dans la faune sauvage. On le trouve très fréquemment chez les chauves-souris. Chauve-souris a un système immunitaire un petit peu particulier qui fait qu'il y a beaucoup de virus qui passent. Et donc on sait voilà, que la prévalence de ce virus a augmenté dans la faune sauvage durant les dernières années et que ce virus était aussi trouvé dans des espèces animales qui sont utilisées pour la consommation humaine. Donc ce qui augmente un peu l'exposition des populations humaines à ce type de virus. Donc, parce que si c'est des virus qui sont dans des espèces sauvages qui sont jamais en contact avec l'homme, ça pose moins de soucis. Si ça commence à être dans des espèces animales qui sont plus en contact avec l'homme, c'est là où, à force que les populations humaines rencontrent le virus, il y a des risques, de plus en plus de risques, de ce qu'on appelle un spillover, d'une dispersion du virus de la faune sauvage aux populations humaines. Donc, juste pour vous expliquer un peu, je vais juste passer ça, vous expliquer un petit peu les différentes étapes. En fait, il y a des agents pathogènes qui sont uniquement chez les espèces animales et qui restent chez les espèces animales, donc ça c'est vraiment une maladie animale. Ensuite, on dénombre en fait 5 étapes. Il y a d'abord l'étape 2, ce qu'on appelle les infections primaires, c'est-à-dire que le virus circule que dans la population animale, mais que les êtres humains peuvent être infectés de temps en temps, mais eux ne peuvent pas retransmettre le pathogène. C'est le cas de la rage, par exemple, qui circule donc dans la faune, qui peut transmettre le virus aux populations humaines, mais l'homme ne peut pas retransmettre le virus après. Ensuite, donc, il y a différentes étapes, donc stade 3 et stade 4, où il y a le réservoir principal reste la faune sauvage ou domestique, mais que le pathogène commence à s'adapter à la population humaine pour commencer à avoir une transmission interhumaine. Alors, il y a des virus où la transmission interhumaine est faible, c'est le cas d'Ebola par exemple, où voilà, il y a une faible contagiosité, il y a une mortalité qui est très très importante, ce qui fait que le virus n'est pas très viable pour faire des énormes épidémies. La plus grosse, c'était donc en 2014 avec, il y a eu à peu près 20 000 décès. Mais le réservoir principal reste toujours dans la faune sauvage. Ensuite, il peut y avoir une adaptation un peu plus importante où il y a toujours ce qu'on appelle un cycle sylvatique, c'est-à-dire que le pathogène reste dans la faune sauvage, mais qu'il commence à y avoir une transmission interhumaine qui est de plus en plus importante. Et puis après, il y a le stade ultime où là, le pathogène s'est complètement adapté à la population humaine. Et donc, c'est quelque part, ce n'est plus une zoonose parce que le compartiment animal est quelque peu oublié par le pathogène. Et en fait, ça devient une maladie purement humaine. C'était le cas, par exemple, avec le virus HIV qui donne le sida. Au départ, c'est un virus qui a évolué du SIV, donc un virus très similaire qui était chez les singes. Et à un moment, voilà, il y a eu une évolution et le virus est devenu complètement humain. C'est ce qu'on voit aussi avec le SARS-CoV-2 aujourd'hui. On pense que le réservoir animal peut toujours être infecté, qu'il peut toujours y avoir des transmissions interspécifiques entre l'homme et certaines espèces animales, mais c'est devenu un virus qui est extrêmement bien adapté à la population humaine. Et donc, c'est ce qui crée aujourd'hui une pandémie comme ça. Donc, juste pour finir sur ce point-là, là où on en est aujourd'hui, c'est de comprendre en fait les, les drivers, les facteurs qui font qu'un agent pathogène passe du stade 2 au stade 3, au stade 4, c'est-à-dire qui augmente la probabilité qu'il y ait une adaptation à la population humaine. Et en fait, on se rend compte que les facteurs importants, c'est la dynamique de l'agent pathogène dans la faune sauvage ou domestique.
Donc c'est là où en fait la biodiversité va avoir un rôle important parce que ça va façonner la façon dont les différents virus, bactéries, etc. circulent dans la faune sauvage. Et plus, en fait, schématiquement, plus il va y avoir d'animaux infectés, plus la probabilité que des êtres humains se retrouvent exposés à cet agent pathogène va être importante, et plus il y aura d'êtres humains exposés à ces virus animaux, et plus la probabilité d'une adaptation sera importante. Donc c'est là en fait où l'écologie est importante, l'écologie au sens discipline scientifique, c'est-à-dire l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie des maladies infectieuses, c'est de comprendre comment les agents pathogènes circulent, donc d'abord dans la faune sauvage, c'est ça qu'on essaie de comprendre, quels sont les facteurs qui font que ça circule plus ou moins, de façon plus ou moins intensive dans la faune sauvage, et ensuite, qu'est-ce qui fait que l'agent pathogène va s'adapter à la population humaine pour commencer une transmission interhumaine. Donc voilà, l'écologie des maladies infectieuses, c'est ces deux compartiments-là sur lesquels on va le plus s'intéresser, quelque part avant que ça commence à être adapté à la population humaine, pour essayer de prévenir en fait cette adaptation plutôt que d'essayer de la combattre une fois qu'elle est là. Top. Merci beaucoup, Benjamin. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Enfin, on aimerait en savoir un petit peu plus de façon concrète. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de recherche concrète en fait, que vous menez sur le terrain et je pense notamment au projet que vous menez au Mexique, qui a justement la volonté de créer, enfin, in fine, un dispositif de prévention, notamment pour les acteurs publics. Tout à fait. Ben oui, c'est effectivement ce qu'on essaye de comprendre. Donc j'ai repartagé mon écran, j'espère que vous pouvez le voir. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ici, là à droite, vous avez le nombre donc de maladies émergentes durant ces dernières décennies. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle donc ces fameuses zoonoses qui viennent de la faune sauvage. Donc on voit que d'un côté, on a une très très forte augmentation de ces zoonoses venant de la faune sauvage. Et en même temps, sur la gauche, vous voyez la diminution de la biodiversité au cours du temps, au cours de ces mêmes décennies. Et donc, du coup, on voit que quand on a une perte de biodiversité, on a une augmentation de l'émergence de zoonoses venant de la faune sauvage. Donc, du coup, pour le moment, c'est qu'une corrélation. Ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement si c'est pas plus qu'une corrélation. Et pour ça, il y a un effet qui est extrêmement important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Alors là, c'est ça qu'on va essayer de tester sur le terrain, enfin, qu'on est en train d'essayer de tester sur le terrain. En gros, imaginez d'abord, vous avez une maladie qui est transmise par un moustique, un virus, disons, et que voilà, ce moustique qui transmet ce virus, il est uniquement entouré une espèce d'oiseau, par exemple, qui est très fortement compétente pour ce virus. C'est-à-dire que quand il est exposé à ce virus, la probabilité qu'il devienne infecté et qu'il puisse retransmettre le virus à un autre moustique est très importante. Donc, imaginez que ce moustique pique 3 fois au cours de sa vie. Donc, il va piquer 3 individus de cette espèce fortement compétente qui vont à leur tour devenir infectés et qui vont à leur tour pour infecter 3 nouveaux moustiques. Et donc, on aura une prévalence du virus dans la population de moustiques très importante. Maintenant, si on a exactement le même virus, le même moustique, mais qu'au lieu qu'il n'y ait qu'une seule espèce d'oiseau fortement compétente, il y a plein d'autres espèces d'oiseaux qui, du coup, ne seront pas forcément très compétentes, parce que le virus, son avantage, c'est d'essayer de se spécialiser, entre guillemets, sur l'espèce d'oiseau la plus compétente pour augmenter sa transmission. Et du coup, si ce moustique il continue à piquer toujours 3 fois au cours de sa vie, il va faire certaines piqûres sur des individus de cette espèce fortement compétente, qui après pourront infecter un nouveau moustique, mais il va y avoir beaucoup de ces piqûres qui vont être faites sur des individus d'espèces d'oiseaux peu compétentes, et qui du coup, pour lesquels la probabilité de devenir infecté et de pouvoir infecter un autre moustique va être très faible. Autrement dit, ces piqûres, faites sur des individus d'espèces peu compétentes, vont être perdues pour la transmission du moustique. Et du coup,
pour la transmission pardon, du virus. Et du coup, ces piqûres ne vont pas donner lieu à une nouvelle infection de moustiques un peu plus tard. Ce qui fait qu'on aura une prévalence du virus chez les moustiques beaucoup plus faible. Et c'est pour ça qu'on appelait ça l'effet de dilution, parce que ça veut dire que la biodiversité, dans ce cas-là d'oiseaux, va avoir tendance à diluer la transmission de certains agents pathogènes. Alors, il y a des évidences déjà empiriques pour ce type d'effet. On l'a vu sur des maladies à transmission vectorielle, comme par les tiques ou les moustiques. On l'a vu sur le West Nile, on l'a vu sur la maladie de Lyme. On l'a vu aussi sur d'autres types d'agents pathogènes, notamment les hantavirus, qui sont des virus qui sont transmis par des rongeurs. Et ce qui est intéressant avec cet effet, c'est que déjà, ça peut permettre de comprendre pourquoi on a plus d'émergence de zoonoses, parce que quand on perd de la biodiversité, en fait, on passe de la situation de droite à la situation de gauche, c'est-à-dire qu'en gros, on annule l'effet de dilution joué par la biodiversité, et donc ce qui peut expliquer pourquoi on a plus certains agents pathogènes sont plus transmis dans la faune sauvage ou domestique, et que donc il y a plus de zoonoses qui émergent dans la population humaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans l'autre sens, c'est que qu'est-ce qui se passe si en fait on fait de la biologie de la conservation pour protéger la biodiversité ou de la réintroduction d'espèces, etc. Est-ce qu'on peut utiliser en fait la biologie de la conservation comme en fait un outil, une opportunité de santé publique pour prévenir l'émergence de ce type d'épidémie? Et donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. Alors bien sûr, il n'y a pas de déjà d'un point de vue scientifique, il y a pas de réponse simple parce qu'on sait que c'est un effet qui marche. Je l'ai montré, il y a des évidences empiriques là-dessus. Dans certains cas, la maladie de Lyme, les hantavirus. Il y a aussi des situations où on n'a pas d'effet de dilution, parce que le pathogène ne s'est pas adapté de la même façon, parce que les schémas de perte de biodiversité ne sont pas ceux auxquels on peut s'attendre. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut avoir ça. Et bien sûr, comprendre l'impact de la biologie de la conservation, du coup, sur la transmission d'un pathogène dans un système aussi compliqué est très, très dur à prédire. Et souvent, dans la littérature scientifique, en fait, on ne s'est souvent pas posé la bonne question. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit l'effet de dilution, ça marche, l'effet de dilution, ça marche pas. En fait, la bonne question, pour moi, elle n'est pas là. La bonne question, c'est de comprendre où, quand et comment cet effet de dilution peut marcher pour essayer de prévenir l'émergence d'épidémies dans ces conditions-là. On sait que c'est quelque chose qui ne sera pas général, qui ne sera pas universel, mais si c'est des conditions qui peuvent être rencontrées dans suffisamment de contextes, ça peut être intéressant de développer ça. Pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire donc au Mexique, où on a donc développé un laboratoire mixte international entre l'IRD, l'Université nationale autonome du Mexique à Mexico City, l'Institut aussi d'anthropologie et d'histoire du Mexique, et puis une ONG américaine qui s'appelle Eco Health Alliance, où en fait on surveille en tout une vingtaine de sites. Il y a des sites qui sont dans des zones complètement protégées de la péninsule du Yucatan, qui est une zone à très très forte biodiversité. Il y a des zones qui sont surveillées où il y a ce qu'on appelle de l'agriculture sylvopastorale. Donc c'est de l'agriculture qui n'est pas intensive, qui est faite dans un environnement semi-forestier. Et on surveille aussi d'autres sites où là par contre il y a des activités humaines importantes, etc. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on regarde comment certains virus, par exemple surtout le West Nile, parce que c'est un virus qui circule très certainement au Mexique, mais pour lesquels on n'a pas beaucoup de recul. Donc le West Nile, la dengue, l'encéphalite de Saint-Louis, enfin voilà, différents types de virus transmis par des moustiques. Donc on essaie de voir comment ce virus circule chez les oiseaux, chez les moustiques et chez les hommes, autour de ces différents sites, de ces trois grandes catégories de différents sites, pour comprendre voilà, comment la protection de la biodiversité va moduler la diffusion de ces virus. On essaye aussi de comprendre tout le contexte socio-économique, parce que bien sûr, si les populations humaines détruisent la biodiversité,
C'est évidemment pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'il y a une activité économique derrière, il y a le développement de l'agriculture, il y a l'expansion urbaine. Voilà, ça permet bien sûr l'utilisation de la biodiversité permet aux populations locales de se nourrir, de développer leurs activités économiques, etc. Donc l'idée de ce projet un peu phare au Mexique, c'est d'arriver à comprendre en fait quelles sont les meilleures stratégies qui à la fois protègent la biodiversité, qui diminuent grandement la probabilité d'émergence d'épidémies dans la péninsule du Yucatan et qui en même temps ne contraint pas de façon excessive la croissance économique des populations humaines, surtout dans cette région qui est l'une des plus pauvres au Mexique. L'idée, voilà, c'est d'arriver à combiner ces trois dimensions et d'arriver à identifier quelle serait la meilleure stratégie, sachant que, évidemment, les programmes de biologie de la conservation de la biodiversité ont un impact, évidemment, sur la productivité économique des populations humaines, etc. Après, on le voit aujourd'hui, lorsque l'on a une épidémie à très grande échelle, l'impact économique est sans commune mesure. L'impact économique du Covid-19 aujourd'hui, même dans une zone limitée comme le Yucatan au Mexique, c'est quelque chose absolument faramineux. Donc l'idée, c'est d'arriver à démontrer que avec un coût beaucoup plus faible qui s'étale sur le temps, on va beaucoup plus y gagner que si on attend qu'on ait une énorme catastrophe comme le Covid-19 qui démarre. Donc voilà un peu un exemple de projet qui s'intéresse à ce phénomène de lien entre la biodiversité et la transmission des maladies infectieuses et d'arriver à comprendre comment on peut utiliser ça pour empêcher l'émergence d'épidémies, voire de pandémies. Super, très clair, merci beaucoup. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le fait que voilà, pendant cette crise, il y a eu énormément de projets flash, des fonds qui ont été débloqués en urgence pour permettre en fait à la recherche et aux scientifiques de s'activer pour trouver une solution thérapeutique le plus rapidement possible. Et on voit bien avec cet exemple que voilà, c'est une façon de prévenir plutôt que d'en être au point où il faut guérir. Et est-ce que vous pensez que du coup, cette crise sanitaire actuelle et effectivement l'impact économique que ça a eu, etc., que ça pourrait permettre en fait déjà de mettre en lumière ces stratégies alternatives et surtout de favoriser en fait le financement public de ce type de projet de recherche? Ben, moi, personnellement, j'espère, évidemment. Après, oui, je pense que il y a pu avoir aussi un peu un double discours. C'est des choses qui sont toujours quand même pas très faciles à vendre parce que le côté prévention est beaucoup plus difficile à quantifier que le côté curatif. Quand on voit voilà, quelque chose comme le Covid-19, tout le monde, enfin, on a vu, hein, on cherche pour un vaccin, on cherche pour un médicament, etc. Heu, alors que, voilà, on sait que ce type d'émergence, il est pas nouveau. C'est juste que jusqu'à maintenant, on avait plus ou moins réussi à le contenir, mais l'épidémie d'Ebola, le SARS, en Chine en 2003, le MERS-CoV, dans les pays, de la péninsule, arabique, ça avait été la même chose. On a entre 3 et 5 zoonoses qui émergent chaque année. Donc il était évident qu'il y a un moment, il y avait quelque chose qui allait nous échapper et qu'on n'allait pas réussir à le contrôler. Voilà, ça a été le SARS-CoV-2, les virus SARS chez les chauves-souris sont surveillés depuis très longtemps. On sait que ça peut être un problème. Il y a ça, il y a la grippe aviaire, il y a des virus de type Ebola aussi, bien sûr. Donc on le sait depuis longtemps. Il est clair que, bon, on n'a peut-être pas été assez écoutés. Il est clair aussi qu'il faut aussi rester humble. On n'a pas toutes les solutions pour ça. Mais aujourd'hui, j'espère moi que cette crise au moins va nous faire comprendre que, bah, il faut vraiment se tourner vers ça. Il faut vraiment se tourner vers comprendre comment prévenir, ce type d'émergence plutôt que de le combattre une fois qu'il est là. Alors en termes, concrets, il y a eu, il y a beaucoup de groupes de recherche qui se sont intéressés à ça.
Il y a l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, voilà, où on a fait un workshop autour de biodiversité, pandémie, au mois de juillet, dont les conclusions seront rendues mi-septembre à tous les gouvernements qui dépendent de l'IPBES, il y en a 130, où voilà, on va proposer des choses concrètes pour avancer sur cet aspect-là. Donc après, voilà, en espérant que ce soit écouté. Mais après aussi, faut pas du tout jeter la pierre. Je pense que quand on a une crise comme ça qui arrive, je pense que vraiment il y a 3 temps. Il y a un temps où c'est l'urgence, donc faut apporter le soutien scientifique pour aider les gouvernements, les autorités locales dans leur prise de décision, de façon assez surprenante, de façon agréablement surprenante. Les scientifiques ont été relativement écoutés dans ce moment de crise. Ça n'a pas été de la même façon dans tous les pays, etc. Mais les scientifiques étaient écoutés. Donc il y avait le moment vraiment de l'urgence. Après, il y a le moment où on prépare la réponse à une possible, très probable deuxième vague. Parce que la première, voilà, ça a été fait dans l'urgence. C'était compliqué de savoir comment. On n'avait jamais fait quelque chose comme ça. Donc là, maintenant, on a un peu de recul. On va essayer de préparer le mieux possible pour, s'il y a une deuxième vague, qu'on soit le mieux préparé, que ça impacte le moins possible les vies humaines et l'économie. Et puis après, il y a la troisième étape pour essayer justement de prévenir ce genre de pandémie. Et ça, c'est bien sûr un objectif à plus moyen, voire long terme. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça arrivera. Qu'il y ait des appels flash pour gérer la crise, voilà, c'est pas du tout surprenant et je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Maintenant, voilà, faut pas oublier que c'est la science, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et que voilà, faut qu'on apporte des réponses, mais faut le faire à froid, faut pas le faire en temps de guerre, faut le faire en temps de paix. Ok, très bien, merci. J'avais une dernière question avant qu'on passe à la séance de questions-réponses avec les participants. C'est vrai que l'écologie comme discipline scientifique, c'est assez méconnu. Finalement, quand on parle d'écologie, on pense tout de suite en fait au mouvement politique, qui est aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus reconnu et plébiscité. On l'a vu là aux dernières municipales en 2020, où on a beaucoup de grandes villes de France qui sont désormais enfin voilà, qui sont menées par des maires écologistes. Donc vous, en tant que chercheur, en tant qu'écologue, est-ce que cette association de l'écologie à ce mouvement politique, finalement, dans un premier temps, est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique finalement pour favoriser je dirais enfin voilà, que le grand public apprenne à connaître un petit peu mieux ce qu'est l'écologie en tant que discipline scientifique, et aussi pour qu'on accorde aussi plus de soutien à la discipline. En fait, ça peut sur le principe, oui. Après, l'écologie, en tant que discipline scientifique et ce qu'on pourrait peut-être appeler l'écologisme en tant que que comment dire? Mouvement, politique sont déconnectés. Même si, voilà, faut reconnaître que chez les écologues, évidemment, on travaille sur des sujets de biodiversité et cetera. Donc, on a aussi notre propre opinion, mais comme toujours en science, on essaie quand même de la garder pour nous et de tester les choses de façon la plus rigoureuse possible. Donc oui, sur le principe, ça peut être intéressant. Là, par exemple, pour le projet du Mexique dont j'ai parlé avant, c'est quelque chose qui la biodiversité dans la péninsule du Yucatan, c'est quelque chose qui est vraiment qui est un atout pour eux, mais qui en même temps, qui est un atout, un peu une sorte de cadeau empoisonné parce que les gens viennent, mais voilà, plus il y a de gens qui viennent, plus il faut développer des hôtels et cetera et plus ça la détruit. Donc il faut là, on a eu un gros soutien du gouvernement du Yucatan parce que, justement, ils veulent essayer de promouvoir quelque chose de beaucoup plus, durable, sustainable comme on dit en anglais et donc dans ce cadre-là, l'écologisme politique peut nous aider justement en disant: «Oui, voilà, on va trouver des solutions».
on va vous aider à mettre en place des stratégies plus durables pour voilà, un peu des études pilotes, etc. Il peut y avoir aussi un revers de la médaille parce que voilà, quand on fait de la recherche sur le terrain, voilà, je pense à un exemple très concret, quand on travaille sur les hantavirus, ces virus qui sont transmis par des rongeurs, on ne peut pas identifier facilement si le rongeur est malade ou pas, et donc très souvent, il faut les sacrifier. Bien sûr, on en sacrifie le moins possible, dans les meilleures conditions, voilà, de souffrance, respect de la souffrance animale, etc. Et on en sacrifie que le nombre, on le calcule avant, on en sacrifie que le nombre vraiment dont on a besoin et pas un de plus. Mais voilà, je sais que pour certains projets, il y a pu avoir des soucis là-dessus en disant voilà, on veut que vous montriez que certains parcs sont, peuvent être des sortes de zones tampons à l'émergence de maladies. Par contre, voilà, les rongeurs, les campagnols, etc., vous y touchez pas, donc on ne peut pas savoir ce qui circule si on ne sacrifie pas ces animaux-là. Mais en même temps, les autorités veulent promouvoir ce qu'on fait. Donc, des fois, voilà, il y a un peu des conflits là-dessus. Mais en général, enfin, moi, de mon expérience, en discutant avec les autorités, en expliquant, etc. Puis, bien sûr, en respectant toutes les normes éthiques, il y a pas trop de. Ça finit toujours par fonctionner. Mais, voilà, il faut pas non plus. Faut arriver à pas polariser le débat parce que voilà, quand on a commencé à faire ce projet, par exemple, au Mexique, dans le Yucatan, il y a des gens qui ont commencé à nous dire: «Oui, mais attendez, vous allez prôner, la décroissance, vous allez dire aux gens de ne plus rien faire, dans les forêts du Yucatan. On a besoin de vivre, on a besoin de manger, on a besoin de faire de l'agriculture». Donc voilà, il peut y avoir un conflit aussi avec, des besoins, voilà, des populations humaines, ce qu'il faut comprendre. Donc là, les autorités peuvent, si elles sont sensibles à ce genre de sujet, peuvent nous aider à identifier justement la meilleure solution. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. C'est de pas du tout, polariser en disant, voilà: «Vous sortez plus de chez vous, vous touchez plus à la biodiversité». Il faut arriver à trouver, une solution qui convienne à tout le monde. Si c'est une solution qui n'est pas économiquement viable pour les populations humaines, de toute façon, c'est quelque chose qui ne sera pas durable parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas être fait dans le temps. Donc il faut vraiment arriver à trouver quelque chose qui puisse être implémenté, pas sur les 6 prochains mois, mais sur les 10, 20, 30 prochaines années. Ok, très bien, super. Écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on a déjà des questions dans le chat. Donc là, il est 10h44, donc on a à peu près 15 minutes pour, voilà, pour échanger. Si vous souhaitez poser vos questions à Benjamin. Alors, on a une première question de Vanessa, alors, qui vous demande s'il est possible de concevoir, de mettre en place un système d'alerte précoce, s'appuyant notamment sur des indicateurs paramètres écologiques ou d'identifier des zones à risque. Outre la biodiversité de l'agent intermédiaire, tel l'oiseau dans votre exemple, est-il pertinent d'envisager de reconstruire la diversité du côté du vecteur, exemple de la famille des moustiques? Alors, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre en place un système d'alerte précoce? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Heu, en fait, il y avait un énorme projet, américain qui s'appelait Predict, qui était un peu dirigé par Equal Alliance, c'est justement l'ONG qui travaille avec nous au Mexique, et leur but était en gros de screener, la totalité de la diversité virale, dans le monde, pour justement identifier les zones où il y a une très forte diversité virale, essayer de comprendre pourquoi on a une très forte diversité virale pour, voilà, justement arriver à les surveiller et à être prêt si jamais il y a quelque chose qui émerge à ce moment-là. Donc c'était un très gros projet, je crois qui a coûté 80 millions de dollars. Il y a la version 2, la version 3 qui ont continué. Donc voilà, il y a plein de il y a un effort de recherche sur la diversité virale, sur documenter la diversité virale dans le monde entier pour, faire ces cartes de risques, essayer de comprendre où c'est qu'il y aura des risques. Il y a aussi d'autres éléments d'alerte, notamment avec des espèces de réservoirs
ce qu'on appelle sentinelles, c'est-à-dire c'est des espèces où on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent dessus. Et on essaye de voir, d'identifier, du coup des populations qu'on surveille de façon très très serrée pour voir quand on commence à avoir un virus qui apparaît dans cette population. On a beaucoup fait ça par exemple dans le sud de la France, en Camargue, avec si je me souviens, c'était avec les pigeons, où on sait que voilà, quand on commence à observer, non, c'était les corbeaux, non, c'était les pies. Quand on commence à observer beaucoup du virus West Nile chez les pies, c'est que en fait, on a du virus West Nile qui circule dans beaucoup d'autres espèces animales et qui a un risque assez élevé que ça commence à sauter chez les populations humaines. Donc voilà, mais là, c'est beaucoup plus des systèmes de surveillance un peu ad hoc, où on utilise certaines espèces animales comme indicateur sentinelle en fait de la transmission virale. Après, voilà, il y a d'autres méthodes un peu plus techniques où on regarde voilà, comment comment la transmission de certains agents pathogènes fluctue dans la communauté animale. Et quand on commence à avoir des fluctuations qui sont un peu trop importantes, on a en gros quelque part des seuils d'alerte en disant ah, là ça commence à circuler de façon un peu trop importante. La transmission a déjà dû recommencer à baisser parce que c'est l'hiver, parce que tout un tas de raisons. Et on voit que non, ça continue et que voilà, il faut commencer à faire attention. Donc on a des systèmes effectivement d'alerte. Le cas du coronavirus, du SARS-CoV-2, ça a été détecté quand même assez rapidement. Alors, évidemment, pas assez. Après, on n'a pas du tout toute la chaîne de reconstruction entre le moment où ça circule, parce que les coronavirus qui circulent chez les chauves-souris, il y en a plein, il y a une très très forte diversité. Alors pourquoi lui a commencé à s'accrocher en gros à la population humaine? C'est toute la chaîne d'événements, on la connaît pas vraiment. On est en train d'essayer de la comprendre, on est en train d'essayer de l'élucider, mais voilà, on sait que ces coronavirus circulaient depuis longtemps. Et bien sûr, la Chine et les coronavirus et les chauves-souris, c'était quelque chose on le savait, dangereux. Après, entre le moment où on a commencé à avoir les premiers cas symptomatiques, fin décembre 2019, et les premières données qu'on a eues dessus sur le génome, etc., il s'est passé à peine 2-3 semaines. Donc ça a été très très rapide. C'est l'étape d'avant, le moment où ça a sauté, voilà, où là, ça, on n'est pas encore capable de prévenir cette étape-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre, à mon avis, beaucoup plus d'efforts sur cette étape-là. Parce qu'une fois que ça a commencé à sauter chez l'homme, là, ça devient un tout autre problème, surtout dans notre monde hyper connecté où voilà, on est très très vite aux quatre coins du monde. Ça devient contrôlable. Et pour la diversité du vecteur, pardon, je finis de répondre à la question. Oui, bien sûr, on considère aussi la diversité du vecteur, la diversité des différentes espèces de moustiques, qui, comme les différentes espèces d'oiseaux, ne sont pas compétentes de la même façon, ne piquent pas non plus toutes les différentes espèces d'oiseaux. Il y en a qui piquent l'homme, il y en a qui ne piquent pas l'homme. Donc oui, c'est quelque chose qu'on considère dans le schéma global, oui. Super, merci. Alors, on a une remarque de Mélanie qui nous dit, en modeste novice sur le sujet, si j'essaie de résumer, il est vertueux de préserver la biodiversité pour permettre aux zoonoses, virus qui se propagent des animaux aux hommes, de se diluer plus facilement entre différentes espèces et donc de limiter leur propagation humaine. C'est bien ça, merci. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce qu'on Ok. essaye de démontrer en fait. Alors comme je disais, hein, c'est quelque chose, ça marche pas tout le temps, ça marche pas partout. Il y a un coût économique aussi à la protection de la biodiversité. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça qu'on essaye de mettre en avant et d'identifier, voilà, tous les contextes, toutes les zones. Et moi, à mon avis, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet-là. Mon avis, c'est que c'est quand même quelque chose de très fréquent, cet effet de dilution. On met beaucoup de lumière sur les contextes où ça marche pas. Il y a énormément de contextes où ça marche, on le sait. Après voilà, c'est toujours pareil en science, quand on cherche, on trouve. Quand on cherche l'effet dilution, on va trouver des contextes où ça marche. Quand on cherche qu'il n'y ait pas d'effet dilution, on va trouver des contextes où ça marche pas. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment
panorama le plus juste et le plus correct et le plus robuste possible pour identifier justement dans quelles circonstances, dans quel contexte on peut avoir ce cercle vertueux de protection de la biodiversité qui protégerait la santé humaine. Ok, très bien. Une question de Laura maintenant. Hop, ça a sauté. Alors, Laura, sa question, vous ne pensez pas du tout à l'hypothèse de la fuite du virus SARS-CoV-2 du labo P4 de Wuhan? Non, pas du tout. Ça a été maintenant, c'est assez clair que ça, ce n'est pas un accident de contamination. On a regardé les différentes mutations qui sont apparues sur le SARS-CoV-2. Il y a eu énormément de publications scientifiques là-dessus. C'est quelque chose qui a évolué normalement dans les communautés de faune sauvage, dans les communautés de chauves-souris. Et c'est quelque chose qui a évolué pour être adapté à l'homme humain. Le fait que ça a émergé à Wuhan, où il y a un laboratoire P4, c'est malheureusement une coïncidence. Et des coïncidences comme ça nourrissent beaucoup de fantasmes et de théories du complot, mais là aujourd'hui, c'est très très clair que c'est un virus qui a évolué normalement dans la faune sauvage et que c'est pas du tout un accident de fuite. Les fuites biologiques comme ça, il n'y en a pas eu des tonnes, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu des tonnes et ces fuites, elles présentent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un patron d'évolution très très particulier. C'est comme si le virus s'était frisé pendant des décennies. Euh, et, euh, et là, voilà, on voit qu'il y a une évolution graduelle, normale, ponctuée. C'est une évolution tout à fait normale qu'on trouve chez le SARS-CoV-2. Donc on sait aujourd'hui que c'est pas un accident biologique. Ok, super, merci. Nouvelle question de Vanessa. Dans l'hypothèse de la fonte du pergélisol avec de nouveaux virus et agents pathogènes, comment pourrait-on s'organiser? Quelles peuvent être vos contributions? Alors ça, c'est donc avec cette fonte, on a peur que voilà, il y a des pathogènes qui soient enfermés dans cette couche de glace depuis des siècles, voire des millénaires. Bon, c'est pas, il y a, comment dire, il y a des choses qui relèvent de la science et il y a d'autres choses qui relèvent vraiment de la spéculation. C'est possible effectivement qu'il y ait des agents pathogènes. C'est possible qu'il y ait des agents pathogènes qui aient été conservés pendant longtemps dans ces couches de glace. Euh, Après, voilà, ce seraient des agents pathogènes qui auraient été conservés dans des températures extrêmement basses pendant des siècles ou des millénaires. Qu'est-ce qui va se passer quand ces agents pathogènes vont être à l'air libre, à un environnement beaucoup plus chaud? Est-ce qu'ils vont persister? Est-ce qu'ils vont se détruire tout de suite? Cette espèce de cryogénisation des agents pathogènes dans la glace qui se libérerait. Pour le moment, pour moi, ça reste très spéculatif, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui se passerait, évidemment. Mais pour moi, ça reste encore aujourd'hui très spéculatif parce que, par exemple, sur les virus de grippe aviaire, qui eux aussi peuvent persister dans l'environnement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, dans des environnements froids, voire pendant plusieurs années, quand on les repasse à l'air libre, ils ont tendance à disparaître très très rapidement parce que voilà, ils ont été conservés dans du moins 30, moins 40 pendant des années et dès qu'ils se retrouvent à quelque chose de plus agressif, ils ne supportent pas ça très très longtemps. Donc basé sur virus de la grippe, voilà, à mon avis, il n'y a pas de raison de s'affoler là-dessus. Mais après, on peut toujours évidemment faire des collectes d'échantillons et regarder ce qui se passe, regarder les agents pathogènes qu'il y a dedans, et dans des environnements très contrôlés, en laboratoire P4, etc.,
voir ce qui se passe avec ces agents pathogènes une fois la glace fondue. Mais, heu, mais voilà, pour le moment, ça reste, à mon avis, une menace limitée. Alors, question de Marie-André, quel biais de communication utilisez-vous avec un public large, et notamment pour éviter les spéculations fake news? Alors, je pense que sur ces aspects-là, alors les scientifiques, je pense qu'on n'est pas assez bons là-dessus, clairement, parce que la communication scientifique, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais une communication scientifique, c'est vraiment un métier. Et pour arriver à véhiculer les bons messages, nous, notre rôle en tant que scientifique, c'est tout d'abord de produire de la connaissance et de diffuser la connaissance au sein de la communauté scientifique, pour qu'après il y ait un débat, vérification, arguments opposés, et cetera. Enfin, la vie normale d'idées scientifiques, quelque part. Heu, Après, la communication scientifique vers un grand public, voilà, c'est quelque chose, en tout cas en France, sur laquelle on n'est pas forcément très bien formé. Quand ça passe, voilà, par des plateformes de vulgarisation comme ça, avec vous ou avec d'autres, je pense par exemple à l'Esprit Sorcier, voilà, des pros de la vulgarisation scientifique. Voilà, on est content de le faire parce qu'on est un peu guidé, on sait un peu, voilà, comment communiquer. Il y a des gens qui sont des scientifiques qui sont de très bons vulgarisateurs, il y a pas de souci. Moi, personnellement, j'essaye quelque part de rester à ma place, faire de la vulgarisation avec des professionnels de la vulgarisation, il y a pas de souci, je suis content de le faire parce qu'on est un peu cadré. Après, il y a des scientifiques qui, voilà, qui essaient de faire la vulgarisation, qui ont pas forcément les bons mots, qui sont pas forcément encadrés, et qui peuvent prêter le flanc à effectivement, des théories du complot, des fake news, et cetera. Donc voilà, je pense que moi, en tout cas, en tant que scientifique, c'est d'abord de produire des connaissances pour la communauté scientifique et faire de la vulgarisation, mais avec des professionnels de la vulgarisation qui peuvent nous aider, nous encadrer là-dedans. Heu, Après, il y a un côté un peu pervers aussi. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur de l'open science, c'est-à-dire que tous les résultats scientifiques sont accessibles à tout le monde et que les résultats scientifiques sont, de façon beaucoup plus simple, divulgués, à tout le monde. Et donc, va y avoir des études de très, très mauvaise qualité, qui peuvent être diffusées, et qui peuvent être reprises, facilement par des médias, par le grand public aussi, qui a pas forcément le recul nécessaire, pour analyser les publications scientifiques. Donc c'est un côté un peu pervers que peut avoir l'open science. Il y a évidemment beaucoup de côtés bénéfiques à de l'open science, parce que ce soit une science plus reproductible, plus ouverte, et cetera. Mais il y a ce côté aussi, qui peut être un peu pervers où, voilà, n'importe qui peut prendre une publication scientifique et dire: «Ben voilà, dans cette, publication scientifique, les gens ont dit ça, mais voilà, il n'y a pas du tout le recul qu'il y a pour analyser ce genre de de résultats». Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de la session. Merci beaucoup à tous, vous participants, pour votre écoute et surtout vos questions. Un grand merci aussi à vous, Benjamin, pour votre temps Merci. et votre partage. On vous transmettra d'ici quelques jours un mail avec, voilà, avec des références pour aller plus loin. Notamment, j'ai noté ce fameux projet American Predict, ce qui se fait aussi du côté de l'IPBES. Voilà, pour vous donner un peu plus d'éléments à aller creuser si ça vous intéresse. Et on vous mettra également les liens vers les enregistrements des 3 webinaires. Comme ça, voilà, si vous souhaitez les écouter, ceux que vous n'avez pas pu écouter, les réécouter, les partager autour de vous, vous aurez tous les éléments dans ce petit mail. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous et puis bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.